Alors, dans le cadre de la 18e Université Homme Entreprise à Smith-Olafite, nous avons le plaisir d'être dans le bureau parisien de Clara Guémard. Merci beaucoup, Madame Guémard, de nous recevoir ici. Vous incarnez la coopération entre deux cultures, la française et l'américaine, avec General Electric, la coopération également entre deux mondes, le monde public et le monde privé, et la coopération également entre deux vies, deux mondes et deux univers, la vie familiale et la vie professionnelle. Alors merci de prendre le temps de nous accorder cet entretien. Vous êtes présidente de General Electric France, vous êtes vice-présidente de General Electric International en charge des gouvernements et des villes. Et vous êtes également co-gérante, si je puis dire, de votre petit G11 à vous, puisque vous êtes entourée de votre mari et de vos 9 enfants. Alors, ce petit préambule étant fait, ma question est simple, elle est directe, elle est claire. Qu'est-ce qu'être leader après toutes ces fonctions ? D'abord, je voudrais m'excuser de ne pas être avec vous parce que je suis aux États-Unis pour General Electric. J'aurais vraiment tellement aimé participer à cette session sur la coopération, compétition sur laquelle vous travaillez, puisque je pense que c'est un des enjeux essentiels de notre temps. Et que parce que nous sommes dans un univers qui est chahuté, parce que la seule chose qui est certaine, c'est que le monde sera de plus en plus imprévisible, parce que le monde est à la fois plein d'incertitudes, plein de risques, mais plein d'opportunités, la question que vous posez sur le leadership est essentielle. Alors, la question, ce n'est pas de savoir qu'est-ce qu'un leader, c'est comment doit être le leader de demain. Quelles sont les qualités intrinsèques que doit avoir un leader pour pouvoir diriger un pays, diriger une entreprise ou même tout simplement être un leader pour les siens, pour ceux qu'il aime. C'est d'abord quelqu'un qui est humble, parce que s'il y a une chose qui est certaine, c'est que plus personne n'a le savoir et la connaissance. Et qu'on a basculé d'un monde où le savoir c'était pouvoir, où on construisait des entreprises, des empires sur le savoir et sur la connaissance, à un monde où partager ses pouvoirs. Et on le voit dans l'entreprise. Vous regardez des entreprises qui ont connu une croissance extrêmement rapide, comme Facebook, comme Groupon, même comme Google ou comme Apple. Leur science, ça a été de partager la connaissance. Donc la première des qualités, c'est l'humilité, c'est la capacité d'observation, de regarder et d'accepter de ne pas toujours tout comprendre et de tout savoir. La deuxième, c'est de savoir rester zen dans toutes circonstances. Et je pense que vous me posiez la question de mon G11, je pense que contrairement à ce qu'on dit, on parle toujours de conciliation entre la vie personnelle et la vie familiale. Ce n'est pas de la conciliation, c'est de la coopération et j'allais dire c'est de l'élévation de l'un par l'autre. Je pense que tout ce qu'on vit dans notre vie personnelle, on vit forcément des moments qui sont dramatiques, des moments où l'émotion est extrêmement forte, des moments qui sont intenses dans nos vies personnelles, nous aident à rester zen dans toutes circonstances. Et quand on est un leader, de pouvoir dire au sein d'une entreprise ou au sein d'un pays, peut-être qu'il y a un gros nuage, peut-être qu'on ne sait pas où on va, mais on est tous ensemble et on est mieux ensemble qu'en dehors du bateau ou en dehors de la famille ou en dehors de l'entreprise et ensemble on y arrivera. Gardez confiance, gardez espoir, gardez le cap, c'est aussi une des deuxièmes qualités du leader. Et puis la troisième qualité du leader d'aujourd'hui, il y en a plein d'autres, des qualités comme l'empathie, comme la capacité d'écoute, etc. Mais il y a une troisième qualité qui me semble fondamentale dans ces temps qui sont des temps troublés, c'est la curiosité. C'est l'appétit d'apprendre et c'est la capacité à créer, à inventer les conditions pour que vos collaborateurs non seulement ne fassent pas le meilleur travail possible, mais soient avec vous libres d'inventer l'avenir avec vous. Moi, je dis souvent à mes collaborateurs, et notamment quand je les recrute, que je leur dis je te recrute pour tes qualités, pour tes compétences, pour ton expertise, mais je te recrute aussi pour ce que je ne sais pas de toi. Donc il y a toute une partie qui est différente, puisque chaque personne est différente, et c'est cette différence-là qui certainement apportera le plus à l'entreprise.
Donc bien sûr, il y a le savoir-faire, il y a la qualité de l'exécution, il y a la précision du travail fait, il y a la loyauté, mais il y a aussi cette capacité d'inventer et de donner ce qu'on porte en soi au-delà de simplement de la compétence et de l'expertise. Et le vrai leader, c'est celui qui fait grandir les autres et qui se dit que quand il arrive à organiser son équipe de façon à ce que chacun puisse donner le meilleur de lui-même à sa place, et quel que soit son grade et quel que soit son niveau, cette, comment dire, cette connexion, cette coopération des meilleurs fera le meilleur pour l'entreprise. Le leader dans un monde pacifié et le leader dans un monde en crise, est-ce qu'il est le même ou est-ce qu'il faut partager différemment cette confiance justement? Alors, je ne sais pas si c'est un monde pacifié ou un monde en crise, mais dans un monde en croissance, quand on a des bons process, quand on a des bons modes d'exécution, c'est facile de croître. Après tout, quand un produit marche, on le rationalise l'exécution, on fait des économies de gestion, on met tout le monde au pas et l'armée marche. Et c'est facile de faire de la croissance. Dans une période de crise, c'est plus compliqué parce qu'il faut à la fois garder ce qui marche, ce qui est solide, ce qui permet de continuer ce qui fait, comme on dit en bon français, le core business, mais en même temps, il faut capter ce qui va être les tendances futures du marché, ce qui va être l'avenir. Et dans toute entreprise, si vous regardez une entreprise sur 10 ans, quand je dis 10%, c'est peut-être 20% de ce que l'entreprise fait sera obsolète dans 20 ans, dans 10 ans. Ça veut dire qu'il faut se réinventer pour au moins 20% de ce que l'on fait en permanence. Et si on veut croître, aller de 20%, il faut se rajouter un autre 20%. C'est-à-dire que le rôle du leader, c'est d'assurer que le travail d'exécution, de ce qui fait la solidité de la maison, continue d'être fait, mais en même temps de donner les conditions pour que les 40% de la croissance, celle qui va permettre de maintenir à la situation actuelle, à la taille actuelle, et celle qui va permettre la croissance, soit aussi possible au cœur de l'entreprise. Et c'est ce très difficile équilibre entre l'organisation, la méthode, le process, et la possibilité d'aller vers de nouveaux territoires et de nouveaux espaces, qui est la caractéristique des vrais leaders. Dans une société comme General Electric, vous êtes présent partout dans le monde, vous travaillez avec énormément de gens différents, avec des codes sociaux différents, avec des nationalités différentes, des langues différentes. Comment faites-vous pour finalement arriver à rassembler tout le monde dans un même projet commun, à travailler en confiance et à travailler vers une seule et même ambition? Alors d'abord, même si nous sommes présents partout dans le monde et qu'on fait beaucoup de métiers, on a tous le même but. Et General Electric, c'est une entreprise qui essaye de satisfaire les besoins vitaux de la planète et les besoins vitaux de l'humanité. C'est comment fournir de l'eau, comment fournir de l'électricité, comment fournir du transport, comment faire voyager les gens en avion, comment leur apporter la santé. Donc c'est vraiment l'ensemble des besoins vitaux de la planète sur lesquels nous essayons d'apporter une réponse et qui est une réponse technologique. Le code génétique de General Electric, c'est cela. Et puis bien sûr d'apporter le financement à ces équipements que nous apportons. Et ce qui unit l'ensemble des activités de General Electric et la diversité des cultures, c'est justement le leadership. C'est cette façon que nous avons de former en permanence nos cadres, de sélectionner les top talents, de consacrer chacun d'entre nous, les leaders, un tiers de notre temps en interne pour discuter avec les équipes, pour comprendre leur stratégie, pour savoir ce qu'ils font. C'est aussi la délégation. Finalement, quand on regarde le fonctionnement de General Electric, c'est plein de PME où on confie des responsabilités à des jeunes, à des équipes, pour qu'elles puissent prouver ce dont elles sont capables, avec évidemment une culture commune, un management commun, et bien sûr avec des process, parce que les process c'est très utile. Mais les process, ça doit être fait pour permettre aux gens de rester dans leur cœur de métier,
pour qu'ils puissent se dégager des fonctions qui ne sont pas celles pour lesquelles ils ont été recrutés. Si je prends les fonctions support, comme les fonctions de paye, les fonctions, la fiscalité, les avocats, enfin les questions légales, etc. Et pour que chacun d'entre eux puisse se consacrer 100% à leur cœur de l'activité et avoir des rendez-vous, des étapes, pas simplement de contrôle, mais de perspective surtout, de savoir, on se donne telle perspective, pourquoi on n'y est pas arrivé, de comprendre pourquoi il faut s'ajuster en permanence. Et c'est à ça que doivent servir les process. Les process ne doivent pas être là pour cocher la case, mais ils doivent servir tout simplement pour servir de guide. Moi, je prends souvent l'exemple des balises sur la mer. Si on met des balises sur la mer, mais ça ne veut pas dire qu'on va à chaque fois faire la même navigation et que chacun devra conduire son bateau de la même façon. L'an passé, à Smith-Lafitte, nous avions la sculpteur Nathalie De Coster. Et Nathalie De Coster nous disait que pour elle, la performance passait toujours par plus d'humanité. Et quelque part en 2012, on a l'impression que l'humain, c'est une innovation dans l'entreprise. On a l'impression que c'est peut-être la dernière innovation. Oh, je pense que c'est un peu sévère. Hein. Je pense que il y a surtout le fait que quand on regarde de près, c'est vrai que dans nos sociétés modernes, l'entreprise reste malheureusement un peu le dernier pôle de stabilité. Quand on regarde les familles qui changent, qui se transforment, le pouvoir politique dont on ne sait plus très bien où se situe vraiment le rôle de décision. Est-ce que c'est au niveau local? Est-ce que c'est au niveau de l'État? Est-ce que l'État a encore du pouvoir? Est-ce que c'est au niveau européen, etc. L'entreprise, ça reste un monde où il y a un endroit où on décide, il y a une direction, il y a une stratégie, il y a une exécution, etc. Donc, où l'humain peut, où les hommes et les femmes peuvent, ou ne peuvent pas d'ailleurs, mais quand une entreprise est bien dirigée, peuvent trouver leur espace tout simplement parce que les choses sont clairement définies, il y a un but, il y a une stratégie, il y a une ambition, etc. Ce qui est vrai, c'est que quand on veut trop systématiser, d'une certaine manière, et qu'on fait trop appel non pas aux machines mais aux process, on en oublie l'humain. Et qu'il y a aujourd'hui des éléments déterminants qui font que remettre l'humain au cœur de l'entreprise, ça n'est même pas simplement une question de bon sens ou d'humanité, c'est juste une question de survie. Si nous ne le faisons pas, les entreprises disparaîtront. Les entreprises qui ne le font pas disparaîtront. D'abord parce que ce n'est pas humain de gérer les gens à la schlag, et ça n'a jamais dynamisé personne, et ça n'a jamais donné envie d'aller à quelqu'un de venir au bureau, et donc d'être performant. Donc le secret de la performance, c'est d'avoir des salariés heureux. C'est le bon sens basique, mais pas seulement. Et je vais vous dire pourquoi. C'est parce que quand on regarde de près, on parle beaucoup des pays émergents, mais je pense qu'on vit une époque absolument passionnante de notre histoire, même si elle est très risquée, parce qu'il y a aussi plein de technologies émergentes. Si vous y regardez de près, toutes ces technologies qui vont changer notre avenir, le solaire, l'éolien, la voiture électrique, les nanotechnologies, le cloud computing, l'Internet des objets, la santé à domicile, la possibilité de pouvoir être un consommateur intelligent de son électricité, l'énergie distribuée, toutes ces choses-là sont des technologies qui sont toutes en train d'émerger. Elles sont des technologies émergentes et elles ne sont pas matures. Et c'est à la fois de la technologie et à la fois un changement de business model, puisque, et on voit bien avec nos enfants, ça n'est plus de vouloir détenir un objet, mais détenir un usage. Quand on a un iPhone ou un iPod, ça n'est pas l'objet qui est important, c'est ce que permet cet objet, c'est l'usage de l'objet. Et de plus en plus, que ce soit pour le transport, que ce soit pour l'énergie, que ce soit pour la santé, ce qui va être important, c'est l'usage et de mettre l'homme au cœur de cet usage pour tout simplement générer de la croissance. Si vous ajoutez là-dessus l'idée de la croissance verte, c'est d'autant plus important. Et comme ces technologies sont émergentes, on est passé d'un monde du travail à un monde de la création. C'est-à-dire que
j'aime beaucoup ce que dit Michel Maffezoli, parce qu'il dit qu'on est passé qu'on est en train de passer du monde du Moyen-Âge, où on avait des châteaux forts ou des énormes paquebots très consolidés qui se regardaient les uns les autres, qui éventuellement faisaient des ponts entre les uns et les autres, qui gardaient leur propriété intellectuelle, etc., au monde de la Renaissance, où finalement les citadelles Vauban n'ont plus lieu d'être parce que ça n'est plus contre des arbalètes ou même des canons qu'il faut se défendre, mais c'est contre le partage de l'information qui fait la conquête, qui fait la nouvelle conquête. Au fond, c'est quoi cette nouvelle frontière? La nouvelle frontière, c'est de remettre l'homme au cœur, non seulement de l'humanité, mais au cœur de nos décisions, parce que l'homme, en tant qu'usager, en tant que consommateur, en tant qu'acteur, est celui qui finalement va décider de l'usage de toutes ces technologies, de tous ces savoirs, de toute cette connaissance. À cette université entreprise, donc il y a un parterre de cadres et de managers qui nous regardent. J'ai bien envie de vous proposer de parler du baromètre de l'innovation que General Electric a sorti en début d'année. Il est notamment dit que la France a beaucoup d'atouts, mais manque cruellement de confiance en elle. Comment aider le chef d'entreprise à renouer justement avec cette confiance, à croire en ces atouts-là et à se redévelopper, à y croire? Je pense que le sujet de la confiance, c'est un sujet qui est déterminant et ce n'est pas simplement un sujet qui concerne l'innovation. Parce que nous sommes aujourd'hui dans une société de défiance. Et cette société de défiance, elle est d'autant plus grave qu'elle nous pousse à, comme on ne fait pas confiance à celui qui est juste à côté de nous et à notre voisin, à aller plus haut et de toujours demander à l'État de répondre à tout, de répondre à la solidarité, aux problèmes, tout ça. Et puis de constater que l'État est tout à fait impuissant à résoudre ces problèmes. La confiance, c'est tout simplement rappeler à chacun d'entre nous que notre destin est entre nos mains. C'est pas plus compliqué que ça. C'est que, bien sûr, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Mais quand on regarde tout ce qu'on peut maîtriser soi-même, individuellement et collectivement, notre puissance d'action est considérable. Et surtout quand on est français et qu'on s'appelle la France. On a des écosystèmes qui fonctionnent bien dans la santé, dans l'énergie, dans les transports. On a un savoir-faire, on a une qualité de la ressource humaine, on a une créativité française, on a des atouts qui sont considérables. Le problème, c'est qu'en France, on se considère intelligent uniquement quand on critique. Quelqu'un qui est positif, qui est optimiste, qui croit en l'avenir, c'est un bisounours, c'est un naïf, c'est un ignorant, alors que c'est exactement le contraire. La foi en l'avenir, la confiance, la foi en l'avenir, c'est ce qui permet d'entreprendre. Quand vous êtes dans une société de défiance et quand vous n'avez pas confiance, vous vous recroquevillez sur vous-même, vous attendez que le coup passe et vous dites pourvu que ce ne soit pas moi et que ce soit le petit copain sur lequel la foudre tombe. Quand vous avez confiance en vous et que vous avez confiance avec vos partenaires, vous organisez un jeu, vous allez construire une équipe, vous allez avoir envie de créer. L'innovation, c'est autre chose. L'innovation, bien sûr, il faut de la confiance en soi, mais il faut surtout du désir. Il faut avoir envie. Je ne sais pas si vous avez remarqué que c'est le même mot qu'on utilise pour parler de la conception d'un enfant et de la conception d'une idée. C'est le mot conception, le mot concept. Quand vous voulez inventer quelque chose, vous n'inventez pas si vous n'en avez pas le désir, si vous n'avez pas l'envie, si vous n'avez pas le rêve. Et finalement, peut-être que la première chose qu'il faut restaurer en France, c'est l'idée qu'on a le droit de rêver. Et ça commence par l'école. L'école, on vous juge sur vos résultats, on ne vous juge pas sur vos compétences, on ne vous juge pas sur votre capacité à vous projeter vous-même, à vous rêver vous-même. Et c'est sans doute ça, la faillite de l'école à la française, c'est ce côté extrêmement rigoureux, où si vous n'avez pas 10 dans toutes les matières, vous ne passez pas dans la classe supérieure, même si vous êtes un enfant inventif, créatif, doué, etc. Donc je pense qu'il faut remettre ces mots aussi simples que celui de la confiance, celui du désir, celui de l'envie, celui du plaisir tout simplement. Je pense que si on pouvait tout simplement retrouver le plaisir d'aller travailler, le plaisir de partager ensemble, le plaisir
que j'ai de parler devant vous, le plaisir que vous avez d'être ensemble aujourd'hui, d'échanger, de vous comprendre, de vous connaître. De là, ça foisonne. C'est de là d'où émergent les idées, c'est de là d'où émergent les envies de travailler ensemble, c'est de là d'où émergent des inventions dont on n'a même pas idée aujourd'hui. Et peut-être que finalement, depuis Bordeaux, on dira dans quelques années qu'une idée absolument géniale s'est créée ici. C'est sûr et certain. Vous qui voyagez beaucoup, vous avez forcément, vous sentez le reflet de la France que les gens que vous côtoyez à l'étranger ont. Ils en pensent quoi de la France et des Français? Malheureusement, c'est pas bien brillant en ce moment, mais bon, on a vécu des orages passés. Souvenez-vous des French fries qui étaient devenus les Freedom Fries au moment du 11 septembre. Donc, je crois que l'image de la France est mauvaise. On ne va pas se cacher derrière son petit doigt, avec un regard un peu observateur en se disant qu'est-ce que la France pourra faire. Mais en même temps, ça a toujours existé puisqu'on s'est toujours demandé comment ces sacrés Français arrivaient à faire, arrivaient à quand même créer de la croissance dans un pays où 56% dépendent de la dépense publique. Ce qui est vrai, c'est que dans cette période de temps troublé dans lequel nous sommes et de crise, l'image positive de nous-mêmes ne viendra que de nous. Il faut se retrousser les manches, il faut qu'on se mette à bosser. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas déjà travaillé, mais il faut qu'on travaille autrement. Il faut qu'on travaille en associant les jeunes, en étant moins égoïstes, en se reposant, en acceptant de se reposer les uns sur les autres et de se dire que, comme je vous le disais tout à l'heure, notre avenir, quelle que soit l'Europe, quelle que soit la mondialisation, il réside entre nos mains. Moi, l'autre jour, j'étais visiter une de nos usines où on est allé investir, on a embauché des gens, on a permis au cahier des charges et au carnet de commandes de s'accroître. Mais le seul message que je suis venue faire passer aux salariés, c'est de leur dire « si vous voulez être 500 dans 5 ans, ou si vous voulez être 200, ça ne dépend que de vous. Ce n'est pas le grand J, ce n'est pas le grand État, la France, ce n'est pas la grande Europe qui va vous sauver. C'est vous-même. Dites-nous ce que vous voulez faire, dites-nous ce que vous voulez entreprendre. Après, on pourra ou on ne pourra pas. Mais moi, je préfère avoir des gens à qui je puisse dire non que des gens à qui je dis oui tout le temps parce que ce qu'ils demandent n'est pas à la hauteur des ambitions. Est-ce que la France a encore un rôle à jouer dans le concert international, sachant que pour être un leader, a priori, il faut avoir une bonne dose de confiance en soi et que la France n'a pas vraiment confiance en elle? Je ne suis pas si sûre quand vous discutez avec les individus, si vous interrogez les 500 personnes qui sont dans la salle, tenez, vous n'avez qu'à faire un petit test. Est-ce que vous avez confiance en vous? La réalité, c'est qu'au fond, on a confiance en nous. On pense qu'il faut douter parce qu'on lit les statistiques, parce qu'on lit les chiffres, parce qu'on nous dit qu'on est face à des périls immenses, etc. Mais au fond de soi, quand on y réfléchit, le matin, quand on se lève, on a envie de réussir, on a envie de gagner. On a tous la gagne en nous. Sauf que, évidemment, on nous explique que réussir, c'est pas bien, que gagner, et surtout gagner de l'argent, c'est pas bien. Bon, peut-être que ça, il faudrait le revoir un peu. Mais on a tous envie de réussir, on a tous envie de gagner. Et après tout, si on pouvait remettre ce désir-là au fond de chacun d'entre nous, en disant en le faisant dans l'humanité, dans le respect des autres et dans le partage, après tout, c'est ce qui fait le sel de la vie, ça ne serait pas plus mal. Je voudrais juste aborder une étude, l'étude Woman Matter de McKinsey. Chaque année, McKinsey s'interroge sur la performance des entreprises et la place de la femme également dans le monde de l'entreprise. Et là, il s'avère qu'il existe vraiment une corrélation entre la performance des entreprises et la proportion de femmes dans leurs instances dirigeantes. Est-ce que le leader de demain, c'est forcément une question qui provoque un peu, mais le leader de demain est-il une femme? Il est aussi une femme. Il est aussi une femme. Il est aussi une femme. Je ne vais pas dire qu'il sera surtout une femme. Non, je pense que la réalité, c'est que la diversité, c'est l'élément clé de la réussite. Alors, on n'a pas besoin d'une étude de McKinsey pour le prouver, mais c'est bien quand les études prouvent une réalité d'évidence. On est complémentaires. Il y a une chose sur laquelle je m'inscris en faux, c'est cette culture qui veut dire que on doit
fournir une égalité totale, etc. Bien sûr, il faut l'égalité des traitements, bien sûr, il faut l'égalité des situations. Pour tous ces combats-là sont importants, l'égalité de face à la loi, etc. Mais on est différents. Et je pense que la vraie égalité, on l'obtiendra à partir du moment où les dirigeants accepteront l'idée qu'une femme dirige de façon différente d'un homme. D'ailleurs, tout homme, enfin, on est tous différents, c'est pas simplement la question du genre. Et cette difficulté, elle est, tant qu'elle n'est pas admise, elle fait qu'aujourd'hui, dans le CAC 40, vous n'avez aucune femme, que quand on regarde les études des PME, on voit que les PME qui sont dirigées par des femmes sont plus performantes. Moi, j'aimerais bien qu'on puisse faire la même statistique avec les entreprises du CAC 40. Le vrai pouvoir aujourd'hui, qu'il soit politique ou qu'il soit dans l'entreprise, est complètement confisqué par les hommes. Et ça, c'est pas normal, c'est pas sain. Et je pense, très honnêtement, que s'il y avait eu plus de mixité, il y a certaines erreurs gravissimes qu'on n'aurait pas commises. Et pour accompagner cette mixité, vous vous êtes déjà prononcé pour des quotas. Le mot quota n'est pas forcément très beau, mais en même temps, vous êtes pour une obligation par la loi pour qu'il y ait un certain traitement équitable. Oui, j'aurais sans doute pas dit ça il y a 10 ans. Mais vous savez, souvent, certains hommes, grands patrons me disent, je trouverais ça très humiliant, je trouve ça humiliant pour les femmes d'être dans des positions parce qu'elles sont des femmes. Et moi, je leur réponds, il n'y a rien de plus humiliant que d'avoir le sentiment d'avoir de l'or entre les doigts et de ne pas pouvoir l'exercer parce que personne ne vous aide à monter la marche. Il y a un moment donné dans la vie où il y a des choses qui vous sont interdites alors que vous pourriez les faire. Certes, vous avez des femmes pionnières, certes, vous en avez certaines qui y sont arrivées, mais si vous regardez les femmes qui sont chefs d'entreprise aujourd'hui, je parle d'entreprise française, c'est par héritage, c'est par famille, c'est par quelquefois une conjonction de hasard ou extrêmement compliquée ou de coïncidences extrêmement compliquées. Et ça, c'est pas normal. Donc je pense que si on ne force pas le destin, on ne démontrera pas qu'une femme est aussi capable qu'un homme. Regardez, on a mis des quotas dans les conseils d'administration, le MEDEF, la FEP ont protesté en disant qu'eux-mêmes, ils pouvaient le faire par eux-mêmes, etc. La réalité, c'est qu'ils n'y arrivaient pas parce que les femmes n'avaient pas forcément le grade qu'il fallait, le titre qu'il fallait. Mais je défie quiconque de me dire qu'ils ont aujourd'hui dans leur conseil d'administration une femme qui n'est pas compétente. Alors, je ne vais pas vous poser la question que tout le monde vous pose, comment faites-vous pour concilier vie professionnelle et vie familiale? Mais néanmoins, je vais tourner autour du pot et je vais juste vous demander si vous pouvez nous parler des possibilités que vous offre justement cette vie familiale dans le cadre professionnel. Moi, je pense que c'est la bonne façon de poser la question. D'abord, tout ça, c'est... D'abord, il n'y a pas de vie facile. Hein. Donc, quand on me demande si c'est difficile, je me dis, est-ce que vous connaissez une vie facile? Il n'y a pas de vie facile. La vraie question, c'est de ne pas se sentir coupable. Moi, finalement, je pense à nos grands-mères qui étaient dans les champs, qui étaient paysannes ou qui étaient derrière leur comptoir de commerce, etc., qui travaillaient toutes. Elles ne se posaient pas la question de savoir si elles étaient des bonnes mères ou des mauvaises mères. Finalement, c'est un luxe que la culture moderne, la culture bourgeoise a permis de se poser. Mais en réalité, la plupart des gens, vous allez en Afrique, elles travaillent au champ, elles ne se posent pas la question de savoir si ce sont de mauvaises ou de bonnes mères parce qu'elles travaillent. Donc moi, j'avais ce désir de travailler et donc j'ai décidé de ne pas me poser la question de ma culpabilité. La deuxième chose qui me semble essentielle, et c'est ce que j'essayais de vous dire un petit peu tout à l'heure, c'est que je n'aime pas cette opposition entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Parce qu'après tout, on n'est qu'un seul être, et que l'harmonie, c'est sans doute un des éléments clés de la performance, s'il faut parler de performance. Et puis, moi, j'ai plein d'exemples concrets qui démontrent que ce que j'ai appris dans ma vie personnelle m'aide pour être un bon manager. Et par ailleurs, ce que m'apprend l'entreprise m'aide à peut-être être une meilleure mère de famille, faire grandir
Les enfants, c'est une manière d'apprendre à déléguer et de faire confiance à ses collaborateurs. Organiser les colonies de vacances dès le mois de janvier, c'est une manière d'anticiper pas seulement pour soi-même, mais pour les autres. Vivre des moments dramatiques dans son existence, c'est une manière de savoir garder le cap dans des moments difficiles dans une entreprise, garder sa bonne humeur et son sourire, parce qu'il y a des petits-enfants qui sont autour, permettent aussi d'avoir un comportement agréable pour ses collaborateurs. Et puis il y a un point qui me semble très très important, que j'ai appris avec le temps, c'est que ce n'est pas parce que vous avez en face de vous une grande personne, une adulte, que son comportement est un comportement nécessairement rationnel. Et souvent, quand vous avez un enfant qui est en face de vous, vous allez essayer de comprendre ce qu'il y a derrière ces mots. Et très souvent, avec nos collaborateurs, on ne cherche pas à comprendre ce qu'il y a derrière les mots. On ne pose pas la deuxième question, on ne pose pas la troisième question. Or, les grandes personnes sont pudiques. Elles ont leurs difficultés qu'elles n'osent pas exposer, qu'elles n'osent pas dire, etc. Et si vous ne savez pas poser la deuxième question, la troisième question, elle sortira de votre bureau en n'ayant pas demandé ce pourquoi elle était entrée. Donc, toutes ces, je veux dire, ces qualités tout simplement humaines de prendre l'entièreté de la personne qui est en face de vous et pas simplement comme un collaborateur, mais comme une personne qui a sa vie personnelle. Si vous ne savez pas où vos collaborateurs partent en vacances, quelles sont les difficultés de leurs enfants à l'école, quels sont leurs hobbies, le week-end et tout ça, vous ne connaissez pas vos collaborateurs. C'est la même chose que dans une famille. Si vous ne faites pas ça, vous ne pourrez pas prendre le meilleur d'eux. Et ça, c'est, je pense, cette conciliation, enfin cette harmonie entre la vie personnelle et la vie familiale qui est un élément clé. Et puis, bon, moi, ça m'a appris une chose, c'est que j'ai définitivement rangé en placard le premier jour où j'ai commencé à travailler et j'ai commencé à être maman, d'être une mère parfaite et une manager parfaite. D'abord parce que quand vous voyez tout de suite que même quand vous essayez de tout organiser, la vie vous déborde. Quand vous préparez toutes les affaires la veille pour emmener vos enfants à l'école, il y en a toujours un qui renverse son lait. Et la deuxième chose que ça m'a appris, c'est que les contrariétés, ça ne fait pas partie de la vie, c'est la vie. Et si les contrariétés vous tracassent, vous mettent sans dessus-dessous, ben la vie est insupportable. Donc c'est cet art de finalement prendre, à la fois anticiper, organiser, et puis prendre la vie comme elle vient. Vous êtes confiante? Je suis confiante, ça ne veut pas du tout dire être aveugle, naïve, inconscient. La confiance, c'est l'idée que face à des difficultés, face à des circonstances, il y a toujours une porte de sortie. Moi, j'avais un père qui était chercheur et je sais que je lui demandais toujours comment il faisait pour trouver. Il me disait, c'est simple, un chercheur, c'est quelqu'un, tu vois, tu as une boule là et tu ne sais pas comment rentrer. Alors tu vas chercher une porte, tu vas creuser un peu et puis finalement tu te rends compte que c'est une impasse. Ben, tu sors et tu rentres par une autre porte. Finalement, la vie, c'est ça. La confiance, c'est ça. C'est de se dire qu'il y a toujours la possibilité, même si on est face à un échec, même si on est face à une apparence, une impasse, de trouver une autre porte de sortie. Vous savez ce que disait Churchill? Il disait que la réussite, c'était d'aller d'échec en échec avec enthousiasme. Et puis je pense qu'il y a aussi une chose qui est importante quand on parle de l'entreprise et de la confiance, c'est que quand vous discutez avec un interlocuteur, c'est de se rendre compte qu'il y a des choses qui sont importantes et des choses qui sont urgentes. Les choses urgentes ne sont pas nécessairement importantes, mais si vous ne les faites pas tout de suite, elles vous polluent l'existence. Donc il faut les faire. C'est payer vos impôts, par exemple, c'est aller faire les démarches administratives, voilà. Il y a des choses urgentes qu'il faut faire, mais après tout, plus vite on les a faites, mieux c'est. Et les choses importantes, elles ne sont pas nécessairement urgentes. Je dis souvent aux jeunes et aux jeunes cadres qui viennent me voir,
savoir ce que vous allez faire de votre vie, quel est votre métier, quelle est votre vocation, etc., c'est une chose très importante. Mais est-ce que c'est urgent de le savoir tout de suite? Est-ce que c'est dans le premier job que vous le trouverez? Est-ce que c'est dans le deuxième? C'est pas sûr. Et c'est pas grave. L'important, c'est d'avancer, c'est de marcher. Et c'est ça qui donne confiance en soi. C'est de se dire que, j'aime beaucoup cette phrase d'une photographe juive allemande de l'entre-deux-guerres qui disait je vais là où je suis, je n'y suis pas encore. Et après tout, c'est peut-être ça la confiance. C'est une bonne conclusion. Merci beaucoup Clara Guémard et à bientôt sans doute à Smith Olafite. Oui, merci.